Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de l'histoire du char Challenger, donc l'histoire récente des troupes blindées britanniques, en sachant que la Grande-Bretagne est le premier pays qui a développé des chars de combat et qui les a engagés sur le front de la Somme, au nord de la France, à partir de 1915. Donc la Grande-Bretagne a une énorme expérience en matière de blindés et il n'est pas surprenant de ce fait que ce char Challenger ait été le premier engin en service de la troisième génération de chars de combat post-Seconde Guerre mondiale. La première génération de chars de combat, ce sont des engins d'une quarantaine de tonnes. On a développé ce concept de Main Battle Tank, qui est d'ailleurs un concept britannique, où il s'agissait de prendre le canon plus puissant, le canon plus lourd, des chars lourds de la Seconde Guerre mondiale et de les adapter sur des châssis plus simples et de taille moyenne. Donc ce concept de Main Battle Tank s'est généralisé et c'est ce qu'on appelle généralement la première génération de chars de combat entre, on va dire, la fin des années 1940 et le début des années 1960. Arrivé dans la première moitié des années 1960, la deuxième génération de chars de combat, que ce soit du côté de l'OTAN ou du pacte de Varsovie, a été marquée par l'irruption de l'électronique dans les chars et en particulier la stabilisation de la visée et la possibilité de tirer sur des buts en mouvement ou alors la possibilité de voir et de poursuivre un but fixe à partir d'un système ou à partir d'un char en mouvement. La troisième génération de chars de combat qui apparaît au début des années 1980, qui entre en service à partir de 1981 avec le Challenger, eh bien, ce sont des appareils, des systèmes d'armes véritablement numériques. L'électronique est très présente à bord et on dispose désormais d'une stabilisation deux axes, d'une possibilité de tirer en mouvement à partir du mouvement, donc de tirer sur un but mobile à partir du moment où on est soi-même en déplacement et donc on peut esquiver les coups de l'adversaire. La vitesse des engins de combat de cette troisième génération est 2 fois plus élevée que celle de la génération post-Seconde Guerre mondiale. Le blindage est aussi considérablement renforcé avec de nouvelles technologies développé d'ailleurs en Grande-Bretagne, le blindage type Chobham qui porte son nom issu de la ville qui se trouve à côté des bureaux de développement du Royal Ordnance Factory. Donc ce blindage Chobham est un blindage composite, un blindage qui mêle non seulement de l'acier mais de la porcelaine pour résister aux très hautes températures, des matériaux composites et puis aussi des espaces de vide qui vont donner aux chars de la troisième génération une forme, une silhouette tout à fait caractéristique avec de grandes plaques de blindage très droites qui contrastent très fortement avec les engins fortement arrondis de la première et seconde génération. Les Britanniques réussissent un tour de force en 3 ans, entre 1979 et 1980. Ils développent un nouveau char de combat, le Challenger, et on peut peut-être expliquer en quoi ou de quelle manière les Britanniques s'y sont pris pour réussir un véritable tour de force. Il faut savoir que à l'époque, d'autres pays de l'OTAN sont en train de développer des chars. La France est en train d'essayer de résoudre les différents problèmes des premières séries d'AMX-30. On continue à développer ce char pendant les années 1970, essentiellement pour l'exportation. Et donc la France n'a pas comme priorité de mettre en service un nouveau char de combat au cours des années 80. Pour ce qui est des Américains et des Allemands, eh bien, eux ont décidé de s'allier et de réaliser une coopération technique et industrielle avec un grand programme qui s'appelle le MBT 70 et ce MBT 70, ce projet immense, technologiquement extrêmement risqué, a tout simplement sombré sous la complexité des différents sous-systèmes qu'il fallait développer et puis surtout pour des raisons de prix. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars
char à l'époque pour un seul engin, c'est-à-dire le prix des avions de combat de l'époque. Et donc le programme MBT-70, au milieu de la décennie, a été enterré. Et les Américains d'un côté, les Allemands de l'autre, Ouest-Allemands de l'autre, sont repartis chez eux seuls pour développer des versions simplifiées, austères de ce MBT-70, qui seront le M1 Abrams pour les Américains et puis le char Léopard 2 que l'on connaît bien en Suisse pour les Allemands. Alors qu'ont fait les Britanniques et pourquoi est-ce que les Britanniques n'ont pas sombré dans le délire technologique, la complexité et l'échec industriel? Eh bien essentiellement parce que le Challenger est un char qui est seulement à moitié moderne, à moitié nouveau. Les Britanniques se sont beaucoup basés sur le char de combat qui était déjà en service depuis 1961, le Chieftain. Ils ont conservé le canon, conservé une partie de la tourelle, et puis ils ont modernisé tout le reste. Donc ils ont développé un nouveau châssis sur lequel cette tourelle, légèrement améliorée, va pouvoir s'adapter. Et donc en seulement 3 ans, le Challenger est prêt pour une production en série et il va à partir de 1981, entrer en service au sein de la British Army of the Rhine, donc les forces mécanisées de l'armée britannique qui sont stationnées en Allemagne fédérale. L'entrée en service officielle, c'est 1983. Durant cette période de développement et de production, 420 engins au total sont produits au coût d'1,5 million de livres de l'époque l'unité. Ce sont des livres de 1987. L'engin pèse 62 tonnes. Il est caractérisé extérieurement par ses blindages, ses plaques de blindage extrêmement lisses. Ce blindage Shobham, on l'appelle aussi Burlington. Il est équipé du canon de 120 mm rayé, le même que son prédécesseur, le Chieftain. Il est approvisionné à 64 coups, donc c'est un char de combat qui est extrêmement bien protégé et qui est également extrêmement performant au niveau de sa puissance de feu. Le char rentre en service au sein de plusieurs des 3 divisions britanniques qui sont stationnées en Allemagne. Et en 1987 se trouve la première compétition où ce char va être mis aux côtés de ses concurrents directs qui sont le M1 Abrams et puis le Léopard 2 ouest-allemand. Et là, malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Durant cette compétition annuelle organisée par l'armée canadienne, qui s'appelle le Canadian Army Trophy, sur une place de tir dans le nord de l'Allemagne, Grafenwöhr, sur cette place de tir, les meilleurs équipages des troupes de l'OTAN basées en Allemagne mènent une compétition. Et en 1987, la première fois que le Challenger est officiellement utilisé pour cette compétition, eh bien les 3 sections britanniques qui sont en lice finissent les 3 dernières du classement, et cela oblige donc le gouvernement britannique, l'armée britannique, à se retirer définitivement de la compétition. 2 ans plus tôt, en 1985, il s'était passé plus ou moins la même chose avec le char précédent, le Chieftain. On a essayé d'expliquer les raisons de ces échecs, essentiellement dus au fait qu'une nouvelle version, un nouveau système de contrôle de tir, un nouveau viseur thermique avait été adopté et monté sur une vingtaine d'engins, et c'est avec ces engins et avec des équipages qui ne maîtrisaient pas ces systèmes que les Britanniques sont allés dans cette compétition, et l'humiliation qui s'en est suivie a obligé le gouvernement britannique à renoncer définitivement à cette compétition. Malgré cet échec, malgré les critiques qui ont fusé de toutes parts contre le char Challenger, seulement quelques années plus tard, en 1991, le Challenger s'illustre dans le plus grand conflit mécanisé interarmes depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est la guerre du Golfe. Et lors de ce conflit, très loin des bases et très loin du théâtre d'opération ou des conditions qui avaient été imaginées pour l'engagement de ce char Challenger, eh bien, les 221
engins qui ont été engagés ont été un énorme succès. Énorme succès parce que leur protection, qui était supérieure aux autres blindés de l'OTAN, ont permis aux Britanniques d'assumer une mission tout à fait centrale dans les premières heures des opérations aéroterrestres de Desert Storm, que les Britanniques ont baptisé du nom de Granby. Ils ont, au sein d'une division blindée, la première division blindée britannique, et ces deux brigades blindées, la 4e et la 7e, ce sont eux qui ont en fait rompu le front de manière à permettre l'assaut, de manière à permettre la percée des troupes essentiellement américaines du 7e corps, donc l'essentiel des troupes blindées qui étaient basées en Allemagne fédérale et qui a donc contourné, encerclé les défenses irakiennes au Koweït, qui a affronté directement la garde républicaine, donc la réserve opérative des Irakiens, et en fait qui a mené le coup décisif contre l'adversaire à ce moment-là. Il est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que les Britanniques ont engagé leur première division blindée au centre du front et vraiment sur la portion la plus décisive du front, alors que par exemple les Français, qui avaient exactement le même objectif, et à l'époque le président François Mitterrand avait fixé comme objectif que l'armée française devait mener une action décisive au cours de cette opération militaire, eh bien la grande différence est la suivante. Les Français n'avaient pas suffisamment de blindés lourds, bien protégés, modernes et suffisamment rapides. Et donc il a fallu déporter la division légère blindée française à l'extrémité ouest du front, donc elle a accompli essentiellement une mission de reconnaissance et de flanc-garde. Et puis l'autre raison qui a poussé les Britanniques à s'engager dans cette portion de front absolument décisive au carrefour de la frontière entre l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak, eh bien, c'est le manque de fiabilité technique du Challenger qui, à ce moment-là, était calculé vraiment dans le détail. Et en raison du nombre de pièces détachées disponibles, les Britanniques ont pu calculer qu'il y avait un certain nombre de power packs, un certain nombre de moteurs, de pièces de rechange pour ces engins, et qu'en fonction de l'usure de ces engins et de ce qu'on appelle le MTBF, Mean Time Between Failure, il était à peu près certain que les Britanniques n'auraient pas suffisamment de pièces détachées pour une offensive de plus de 100 km de profondeur. Et donc la seule option pour l'engagement de cette division blindée britannique a été l'action décisive au début de la campagne pour effectuer véritablement la percée, créer une tête de pont et la défendre, et puis ensuite s'immobiliser et mener des actions de soutien à partir de cette tête de pont. L'opération Granby, ou Desert Storm, comme le disent les Américains, a été un grand succès pour l'armée britannique. Elle a démontré son professionnalisme, la qualité de son matériel et de sa doctrine. Et on a vu un certain nombre d'éléments individuels, comme par exemple le fait qu'aucun char Challenger n'a jamais été mis hors de combat durant cette confrontation, durant aucun autre engagement ultérieur, d'ailleurs, il faut le citer. Et puis, deuxième élément intéressant de cette campagne de 1991, un char Challenger qui appartenait aux Royal Scots Dragoon Guards, a marqué l'histoire par un tir qui a permis de détruire un T-72 de l'armée irakienne à la plus grande distance jamais atteinte lors d'un engagement réel. Je ne parle pas de tir sur cible, mais le Lance Corporal Michael Smith du Royal Scots Dragoon Guards, le 26 février 1991, a réussi à anéantir un T-72 à une distance de 5100 mètres. Et pour la petite histoire, il raconte cet événement dans une interview. Il a fallu débrancher tous les systèmes électroniques parce que le calculateur de tir voulait bloquer le feu. L'informatique considérait que la distance était trop importante et la probabilité de toucher trop faible. Qu'est-ce qu'il est arrivé de ces chars Challenger ? Eh bien, en très grande majorité, je rappelle que 420
ont été produits en très grande majorité, c'est-à-dire 392 exemplaires, eh bien, ils sont restés de manière permanente dans la région, dans le golfe Persique, puisqu'ils ont été cédés ou vendus à la Jordanie. Ils s'appellent désormais Al-Hussein, mais c'est aujourd'hui l'ossature des troupes blindées de l'armée jordanienne. Et il faut rappeler que depuis les années 1950, l'armée jordanienne est encore aujourd'hui encadrée par les Britanniques et formée par les Britanniques, et de nombreux exercices conjoints continuent à avoir lieu. À la suite du Challenger 1, qui est un engin qui a été beaucoup critiqué à ses débuts, même si, comme je l'ai évoqué, il a été révolutionnaire par plusieurs biais. Eh bien, dès 1987, l'échec du Canadian Army Trophy, l'armée britannique a tenté de résoudre les problèmes associés à ce char. Et entre 1987 et 1994 se déroule toute une série de programmes de modernisation de cet engin, modernisation par une entreprise maîtresse d'œuvre qui est Vickers. Et cette entreprise va résoudre essentiellement les problèmes de fiabilité de l'engin, va résoudre un certain nombre de problèmes du côté du châssis et va améliorer le système de contrôle de tir de manière significative. Comment est-ce qu'ils ont réussi à mener à bien ces transformations? Eh bien, essentiellement en achetant sur étagère des pièces détachées allemandes en provenance du char concurrent, le Léopard 2. Donc on ne s'étonnera pas que le Challenger 2 ne ressemble pas tout à fait au Challenger 1. On voit qu'il utilise les mêmes chenilles, les mêmes galets de roulement et une bonne partie de la suspension, des pièces, si j'ose dire, automotrices du Léopard 2. Et puis dans la conduite de tir également, il y a un certain nombre de points communs. 446 de ces Challenger 2 ont été produits entre 1993 et 2002. Le prix de ces engins a augmenté. Ce sont des engins neufs. Il coûte à cette époque-là, au prix de 1998, 2,2 millions de livres pièce, et le poids de ces engins grimpe également de manière substantielle, plus de 64 tonnes, et en fonction des différents engagements qui ont eu lieu, c'est-à-dire au Kosovo à la fin des années 1990, et puis de nouveau en Irak à partir de 2003, eh bien, les différents packages, les différents kits de surblindage qui ont été conçus pour cet engin, y compris des kits de blindage réactifs, donc avec des boîtiers explosifs qui neutralisent les charges creuses, eh bien le poids grimpe à plus de 74 tonnes. Donc c'est clairement l'engin de combat le plus lourd de l'OTAN à cette époque-là. L'entrée en service de ce Challenger 2 se fait en juin 1998. Avec un certain soulagement et un certain succès au Royal Armored Corps. Encore une fois, le Challenger 1 est évacué et exporté vers la Jordanie de manière assez rapide. 38 engins Challenger 2 sont également vendus au Sultanat d'Oman, qui entretient en matière de défense des liens extrêmement forts avec la Grande-Bretagne. Et à partir des années 2000, on voit le nombre de ces chars Challenger diminuer en service. En 2016, la revue quadriennale de l'armée britannique ou du ministère de la Défense britannique prévoit la réduction à 3 régiments de chars. Chacun de ces régiments compte 56 engins. Il y en a 112 en ligne à partir de ce moment-là et 170 au total, le restant étant utilisé pour l'entraînement. La vie du Challenger 2 a été une vie très active puisqu'il a été déployé à l'étranger à de nombreuses reprises. J'ai parlé du Kosovo, des Balkans en général. J'ai parlé de l'Irak en 2003 où les unités britanniques ont mené des actions vraiment de haute intensité dans la région de Bassora. Mais il faut parler aussi de toute une série de déploiements importants et encore jusqu'à ce jour dans les États baltes. Donc à destination, le message est à destination de la Russie cette fois-ci. Et puis il y a eu énormément de déploiements dans le Golfe, essentiellement à Oman et en Arabie saoudite.
Le Challenger 2 a toujours posé la question de son coût, et encore une fois, la mauvaise presse ou les critiques à l'encontre du Challenger 1 ont aussi déteint sur la deuxième version de cet engin. Et donc, politiquement, il a été difficile pour le gouvernement britannique de maintenir toute sa confiance dans cet engin. Il y a eu beaucoup de débats parlementaires, notamment sur le fait d'abandonner le char Challenger au profit d'un leasing de chars allemands Léopard 2, puisque la Bundeswehr a elle aussi liquidé de nombreux engins de combat. Finalement, ce n'est pas le choix qui a été fait. Et les Britanniques sont restés avec une solution nationale, une solution britannique qui sera finalement appelée le Challenger 3. Alors le Challenger 3, puisque c'est le nom qu'il a reçu, vient justement de ces débats parlementaires. Faut-il mettre au rebut 20 ans, 30 ans d'expérience avec le Challenger 2 et puis acheter des M1 américains surnuméraires ou des Léopard 2 surnuméraires à la Bundeswehr. Ces débats parlementaires ont été assez intéressants, très stimulants. Par exemple, beaucoup de critiques ont porté sur le système d'armes du Challenger 2. Je rappelle que cet armement, ce canon de 120 mm rayé, en fait, n'est pas un armement standard OTAN. Il n'y a que l'armée britannique dans l'OTAN qui utilise ce type d'arme. Les munitions en deux parties utilisées par cette arme du Challenger et de son prédécesseur, le Chieftain, ces munitions ne sont pas du tout compatibles avec le canon de 120 mm du char Leclerc ou le 120 mm allemand ou le 120 mm américain, qui est une production Rheinmetall sous licence. Donc beaucoup de parlementaires ont critiqué le fait qu'il faudra continuer à utiliser un canon qui n'est pas compatible avec la plupart des partenaires. Ce canon utilise des munitions particulières qui se chargent d'abord avec un obus, ensuite une charge propulsive, et enfin il faut charger une amorce, un petit peu comme les projectiles d'artillerie aujourd'hui. Certains parlementaires ont fait la remarque que simplement pour les besoins de l'entraînement des équipages de chars britanniques, il serait nécessaire que Royal Ordnance, aujourd'hui BAE Systems, produisent de nouvelles séries de munitions exprès pour ce canon, et que le coût unitaire de ces cartouches, de ces obus, serait pratiquement le coût d'un missile, d'un engin guidé. Donc il y a eu beaucoup de discussions là autour. On a essayé plusieurs fois, les ingénieurs ont essayé plusieurs fois d'adapter le canon de 120 mm allemand sur la tourelle de Challenger, avec beaucoup de difficultés. Ça a été vraiment il a été nécessaire de redessiner presque totalement cette tourelle. Des démonstrateurs ont été réalisés, un démonstrateur il y a quelques années qui s'appelait Black Knight et qui préfigure ce qu'est le Challenger 3 aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'on sait de ce Challenger 3 ? On sait qu'il est prévu de moderniser 148 engins à ce nouveau standard. On sait également que la modernisation va avoir lieu entre l'année 2027 et l'année 2030. Le but est de maintenir le char Challenger en service pour les 10, voire peut-être les 15 années suivantes, puisqu'il faut peut-être le rappeler, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France ou ailleurs, il n'y a pour l'instant aucun successeur à la troisième génération de chars de combat prévus. Donc il faudra nécessairement maintenir ces engins au-delà de 2030 et vraisemblablement au-delà de 2040. Un budget de 800 millions a été voté par le Parlement britannique. On peut donc estimer que chaque modernisation de ces Challenger 2 en Challenger 3 va coûter 5,4 millions de livres l'unité. Alors c'est vrai que la livre d'aujourd'hui vaut peut-être moins que la livre d'il y a 20 ans en arrière, mais enfin ça reste quand même très cher pour cette modernisation. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand on se plonge dans les détails
de ce programme Challenger 3, on se rend compte qu'il y a clairement défini une modification, un remplacement du canon et des munitions, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une modernisation du système de conduite de tir, il y a un nouveau système d'imagerie à image, donc un nouveau système de visualisation à image thermique de 3e génération. Ça, ce sont les éléments qui sont acquis. Il y aura un assainissement des systèmes de propulsion, de la transmission de différentes parties du moteur, et en particulier le système de filtration. La climatisation du char va être modernisée, le blindage va être modernisé, mais par contre, il y a toute une série d'inconnues. Une de ces inconnues, c'est qu'il est question aujourd'hui possiblement de maintenir la possibilité de moderniser le canon et au lieu de se rattacher à ce canon de 120 mm L55 de Rheinmetall qui est en service sur le Léopard 2 et une version un petit peu plus ancienne sur le Abrams, il serait question éventuellement de passer directement à la nouvelle arme de 130 mm proposée par Rheinmetall. Un canon qui vient d'être révélé au public il y a de cela 3 ans. Et puis il est question également de monter sur cet engin un système de défense active, c'est-à-dire un système de neutralisation de missiles. Mais pour l'instant, aucun système n'a été véritablement défini et le cahier des charges n'existe pas pour un tel système. Mais il semblerait que le budget prévoit qu'à terme, cet engin soit équipé d'un système de défense active. Donc voilà où nous en sommes. Le corps blindé britannique, ou le Royal Tank Corps, compte aujourd'hui 2 régiments de chars de combat. C'est le Royal Tank Regiment et puis le Queen's Royal Hussars. Le 3e régiment, le King's Royal Hussars, est voué à être transformé sur un autre engin blindé qui s'appelle l'Ajax, qui est un char léger de reconnaissance, qui a aussi ses qualités et certainement peut-être ses faiblesses. Mais on voit effectivement une réduction de l'effectif des troupes blindées britanniques. En revanche, depuis 2015, et en particulier depuis la crise et le conflit en Ukraine et l'engagement de l'OTAN au profit de la frontière orientale et des pays baltes, la défense des pays baltes et de la Scandinavie, il est clair que l'armée britannique va maintenir au-delà de 2040 cette capacité de défense à haute intensité dont le char de combat principal, le Main Battle Tank, ce Challenger 3, est un peu le symbole.